maintenant passer la parole au docteur Dezeb pour la NIRS et essayer d'évaluer l'oxygénation tissulaire, puisque l'optimisation de la pression artérielle, c'est important, du débit cardiaque également, mais ce qui nous importe, c'est quand même d'oxygéner correctement les tissus. Et est-ce que le monitorage de la NIRS peut nous aider à mieux faire pour nos patients? Bien, je vais essayer de répondre à la question. Petit rappel d'abord, qu'est-ce que la NIRS ? La NIRS, c'est de la spectroscopie de proche infrarouge, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on envoie une longueur d'onde, voire 2, 3 ou 4, et en fonction du taux d'oxy et de désoxyhémoglobine, on va en déduire une saturation tissulaire. La NIRS, la saturation tissulaire en oxygène, c'est donc un rapport entre l'oxyhémoglobine locale et la totalité de l'hémoglobine locale. Oxy plus désoxyhémoglobine. Voici le principe basique de la spectroscopie. Alors, il y a plusieurs types d'oxymètres cérébraux. Il y en a 4 facilement en France, voire 5. Et chaque technologie a ses propres caractéristiques. Et c'est important d'en parler initialement. Tout d'abord, en fonction du nombre de longueurs d'onde qu'elle présente, on va avoir des valeurs plus ou moins fiables de rapport entre l'oxy et la désoxyhémoglobine. Deuxième élément, on peut avoir 1 à 2 émetteurs selon l'appareil. Et on a toujours, par contre, 2 récepteurs. 2 récepteurs, pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est comme on envoie un faisceau lumineux, eh bien, il faut essayer de s'affranchir de la contamination cutanée, de la contamination extracrânienne. À partir de cette analyse, il y a un algorithme propre, encore une fois, à chaque appareil, qui va nous donner un signal de saturation, qui est donc un mélange local de saturation artérielle en oxygène et de saturation veineuse en oxygène. Selon les moniteurs, on considère 25 à 30% pour la saturation artérielle et 70 à 75% pour la saturation veineuse. Et dernier élément, dans l'algorithme, il y a une filtration du signal qui fait que la valeur qui s'affiche peut ne pas être la valeur directe. Il y a une filtration qui fait qu'il peut y avoir un peu de délai entre la valeur véritable et l'affichage sur l'appareil. Alors, premier élément, en chirurgie à risque, on va rester sur les chirurgies à risque, chirurgie cardiaque, chirurgie de l'épaule, chirurgie carotidienne, en soins intensifs, les désaturations cérébrales sont fréquentes. La question, c'est est-ce que ces désaturations fréquentes sont liées à des complications post-opératoires ? Alors, la littérature est relativement abondante, mais encore très hétérogène sur les résultats. Globalement, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a une relation forte sur la désaturation et les complications. Par contre, lorsqu'on essaye d'optimiser, c'est-à-dire d'augmenter la valeur de NIRS, eh bien, la littérature est très conflictuelle. Et comme je le dirai dans ma conclusion, aujourd'hui, l'evidence-based medicine ne nous recommande pas d'utiliser ces appareils-là dans le monitorage continu pour optimiser la perfusion tissulaire. Pourquoi ces résultats sont divergents ? Eh bien, tout d'abord, les valeurs que l'appareil va afficher sont très différentes entre chaque device. Vous avez des limites d'agrément qui sont importantes quand on compare deux types. Et deuxième élément aussi important, c'est qu'en cours de chirurgie, lorsqu'on fait des tests dynamiques, eh bien, on va avoir également des variations qui seront différentes entre les appareils. Donc si on considère qu'on veut augmenter de 20% ou de 10% une valeur, eh bien, les objectifs ne seront peut-être pas les mêmes selon l'appareil qu'on va utiliser. Donc message important, les résultats d'une étude avec un appareil ne sont pas transposables à un autre appareil. Ensuite, les variations basales de la NIRS, de la saturation tissulaire, sont très variables entre chaque patient. Là, c'est une étude pour montrer l'hétérogénéité des valeurs initiales. Quand on pose le capteur sur le patient encore réveillé, on a des valeurs de base très élevées. Donc, deuxième message, si on veut optimiser la NIRS, la saturation tissulaire cérébrale, eh bien, il faut d'abord poser le capteur avant toute induction ou toute oxygénothérapie. Et deuxièmement, il faut raisonner en pourcentage de variation et non en valeur absolue. Troisième paramètre important qui nous rend difficile l'interprétation des valeurs de la saturation tissulaire, c'est que cette saturation, c'est un paramètre composite aux influences multiples.
Tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle va dépendre de la saturation artérielle. Si vous avez une baisse de votre saturation, vous aurez une baisse de votre saturation tissulaire. Deuxièmement, elle dépend énormément de la saturation veineuse en oxygène. Et donc, tous les éléments cérébraux qui vont influencer cette saturation veineuse vont modifier les valeurs de la saturation tissulaire. Donc, une désaturation cérébrale nécessitera des traitements différents, d'où l'importance, quand on travaille avec la saturation tissulaire, c'est d'avoir un algorithme robuste pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a une désaturation tissulaire. Enfin, la saturation tissulaire cérébrale dépend énormément de l'autorégulation cérébrale. Un petit exemple pour vous montrer que quand on est dans des zones basses de pression artérielle ou trop haute, on peut avoir des variations très conflictuelles de la NIRS. Un papier récent montrait que lorsqu'on augmentait la pression artérielle moyenne, aux moyennes vasoconstricteurs, eh bien dans cette grosse étude, on avait des désaturations cérébrales. Si bien que les auteurs préconisaient de ne pas modifier, de ne pas optimiser, de ne pas augmenter la saturation tissulaire en augmentant la pression artérielle moyenne. Et un petit exemple pour vous montrer, nous, dans notre service, comment on optimise la NIRS. Je vous ai montré une augmentation typique de pression artérielle au moyen de noradrénaline. Là, on ne voit pas, on a 65 de moyenne. On va augmenter petit à petit jusqu'à 75-80 de moyenne. On a un Doppler transcrânien qui monte des valeurs à 40 cm par seconde de vitesse, qui vont augmenter à 48. Et la NIRS, qui était à 74, va augmenter à 78. Donc là, typiquement, on a l'exemple d'une augmentation de NIRS et de débit sanguin cérébral au moyen d'une augmentation de la pression artérielle. Enfin, deux derniers éléments importants quand on veut optimiser la NIRS, c'est qu'il faut travailler à saturation physiologique. Si on suroxygène nos patients, eh bien on aura une augmentation de NIRS qui sera tout simplement en rapport avec une augmentation de la saturation artérielle, mais pas forcément en fonction du transport artériel en oxygène. Et comme vous le savez, le débit sanguin cérébral est très influencé par la pression artérielle en CO2. Si vous passez en hypercapnie ou en hypocapnie, vous aurez des variations très importantes de NIRS, indépendantes d'une perfusion tissulaire systémique rénale, par exemple. Quand on veut augmenter le débit cardiaque, est-ce que ça augmente la NIRS ? Il y a quelques papiers qui montrent que l'augmentation du volume d'éjection systolique peut être liée à une augmentation de la NIRS. Donc, en conclusion, la NIRS, si on regarde strictement la littérature, les données sont contradictoires. On ne peut pas recommander la NIRS en systématique dans les chirurgies à risque. Ça nécessite pour moi une réelle habitude d'utilisation pour limiter le risque d'interprétation erronée. Élément important, c'est un paramètre composite qui ne peut connaître la cause de la désaturation. Il faut donc un algorithme robuste avec des outils d'aide à la décision clinique. Il y a quand même quelques données qui nous montrent une amélioration des troubles cognitifs post-opératoires quand on dispose du bon algorithme et de la bonne réflexion. Et pour moi, la saturation tissulaire est relativement fiable dans sa variation. Donc, il faut essayer de tester de manière dynamique la saturation sur la pression artérielle moyenne, sur le débit, et voir ce que ça donne sur la NIRS, voir si on limite la désaturation cérébrale. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Une première question, où places-tu les électrodes de NIRS au niveau cérébral et peux-tu les mettre ailleurs qu'au niveau du cerveau ? Alors, c'est une très bonne question. La plupart des papiers ont évalué la saturation cérébrale. La saturation cérébrale, si on veut monitorer correctement le cerveau, vous savez que là, on a les sinus frontaux et parfois, il y a des patients qui ont des sinus frontaux larges et on risque d'avoir des fausses valeurs. Il faut mettre le capteur à 1-2 cm des sourcils. Deuxièmement, est-ce qu'on peut mettre la NIRS ailleurs ? Alors, on a des données sur la NIRS au niveau de l'imminence hypoténare avec des manœuvres de pression contre pression pour faire des tests de vaso-occlusion. Mais chez l'adulte, mettre la NIRS ailleurs, notamment au niveau des régions rénales pour évaluer la pression rénale, pour l'instant, c'est du pur fantasme. Chez l'enfant, ça marche probablement. Chez l'adulte, ça ne marche pas. D'accord. Tu parlais justement des tests d'occlusion vasculaire. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent apporter des informations supplémentaires, notamment dans
post-opératoire, chez un patient post-opératoire avec une dysfonction vasculaire ou à visée pronostic pour un possible remplissage vasculaire. Enfin, quelles seraient pour toi les indications potentielles de ces manœuvres? Alors, effectivement, quand on fait ces manœuvres de vaso-occlusion au moyen d'un brassard, en regardant les pentes, la variation de la saturation tissulaire, et notamment la pente de resaturation en oxygène, on a des corrélations, des bonnes corrélations avec la microcirculation. Donc, il y a quelques études qui ont montré un bénéfice entre le remplissage vasculaire, l'amélioration de la microcirculation et l'amélioration de cette pente de resaturation. En pratique clinique, c'est pas forcément facile parce que ça nécessite quelqu'un et puis surtout c'est discontinu. C'est-à-dire qu'on va faire une manœuvre, on va évaluer, mais on n'a pas de données en continu. Donc, en pratique clinique, c'est pas facile. Alors justement, pour la pratique clinique, est-ce qu'il y aurait un moyen d'optimiser l'utilisation de la NIRS et notamment de diminuer le bruit de fond? Quelles sont les meilleures situations pour toi qui évitent les situations confondantes? Alors, les situations confondantes, j'en ai un petit peu parlé. Déjà, c'est de faire attention à sa valeur de base. Il est clair qu'il y a beaucoup de cas cliniques qui montrent que la NIRS peut être sensible à la contamination extracrânienne. Ça, malheureusement, on n'a pas d'outils encore, on n'a pas de valeur qui s'affiche, qui nous dit est-ce qu'il y a une contamination extracrânienne importante. Et en fonction des appareils, ça peut varier de 5 à 15% du bruit de fond. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qu'on voit exactement. Ensuite, je pense qu'il faut faire vraiment attention aux variations de pression en oxygène, à la PaO2, parce que si vous hyper-oxygénez votre patient, votre NIRS va augmenter. Vous pensez que vous améliorez votre perfusion tissulaire, mais en fait, vous augmentez simplement la PO2 et non le transport en oxygène. Et deuxièmement, quand on veut réfléchir à une perfusion systémique, bien sûr, si on met les patients en hypercapnie, on va avoir une augmentation de notre NIRS, donc probablement c'est intéressant sur le débit sanguin cérébral. Par contre, si on veut optimiser l'ensemble des organes, notamment le rein et le tube digestif, je pense qu'il faut travailler avec une capnie constante pour pouvoir interpréter ces variations de NIRS. En plus, tu nous l'as très bien montré sur ta vidéo, tu utilises cette technologie, mais en associant d'autres éléments de surveillance, notamment le Doppler transcrânien. Donc on a envie de dire que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu prématuré que de l'utiliser de façon isolée, sans autres éléments d'optimisation hémodynamique cérébrale, par exemple. Tout à fait. C'est vrai que comme c'est un paramètre multiparamétrique, là, je voulais essayer de vous montrer au moyen du Doppler que finalement, là, l'augmentation de la saturation tissulaire était liée à l'augmentation de la pression artérielle moyenne qui augmentait le débit sanguin cérébral. C'est vrai que en pratique, on peut faire des tests. Moi, c'est ce que je fais en pratique, en chirurgie cardiaque notamment, c'est que je fais un test de pression, je fais un bolus de vasoconstricteur et je regarde si ma NIRS augmente. Si ma NIRS augmente, c'est que je suis probablement dans la courbe inférieure du seuil d'autorégulation cérébrale et donc je ne suis pas optimal sur la perfusion tissulaire. On peut imaginer la même chose sur des tests de remplissage vasculaire. Donc là, ton idée est donc d'optimiser la pression artérielle pour réussir à arriver sur un niveau de NIRS en plateau, pour essayer d'approcher finalement le plateau d'autorégulation cérébrale. Exactement, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Olivier.